Et tout de suite, sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois, 100 lois, 100 courbettes, elle pense oublier. Notre camarade Piquet-Coup va vous faire une lecture savante de la bio. Elle ne lit pas d'ailleurs, c'est tout dans sa tête, de Germaine. Ouais, alors donc cette exposition Germaine Richier, je crois que depuis 1956, il n'y avait pas eu une grande expo comme ça. En 1956, elle avait déjà été exposée au Musée national d'art moderne. Et donc c'est une très belle rétrospective. Il y a 200 œuvres, il y a des sculptures, des gravures, du dessin, de la peinture. Parce qu'effectivement, on a appris que Germaine Richier avait également fait de la gravure. Donc c'est vraiment une très très belle exposition qui retrace tout son travail. En fait, on va voir que sa partie créative n'est pas très longue puisqu'elle est morte très jeune. Donc elle est morte, elle avait une cinquantaine d'années. Donc en fait, sa partie vraiment de création a duré une trentaine d'années. Donc Germaine Richier, elle est née en 1902. Elle naît dans une famille de minotiers, de viticulteurs du sud de la France. En fait, elle naît à Grance, dans les Bouches du Rhône. Et donc, elle va passer son enfance à gambader dans la nature, à regarder ce qui se passe, à s'intéresser aux animaux. Elle a un goût pour la liberté, pour tout ça. Enfin, donc, elle est quand même, elle a une enfance qui est plutôt heureuse. Elle regarde les mantes religieux, les fourmis, voilà, ce qui l'inspirera après dans son travail futur, quoi. En 1914 à peu près, elle découvre des sculptures romanes d'une église à côté d'Arles. Et là, du coup, elle se passionne pour la sculpture. Et donc, elle est à 18 ans, elle rentre à l'école des Beaux-Arts de Montpellier. Et rapidement, on va remarquer son talent. Elle va même décrocher une 3e médaille, ce qu'ils appellent en tête sculpture en 1924. Donc, elle va aller sur Paris, elle monte à Paris et en 1926, et là elle commence à travailler chez Robert Courtin, mais finalement elle va rejoindre l'atelier d'Antoine Bourdelle. Et chez Antoine Bourdelle, en fait, elle y restera très peu parce que je crois qu'il meurt dans l'année ou les 2 années qui ont suivi son arrivée. Donc elle emménagera après dans son propre atelier avec le sculpteur Otto Benninger qu'elle avait rencontré chez Bourdelle et qui deviendra son premier mari. Elle se lance, elle commence sa carrière et en fait elle va commencer une carrière d'une manière assez en réutilisant ce qu'elle a appris chez Bourdelle. Donc elle va commencer à faire beaucoup, ce sont des portraits sculptés, c'est des bustes, ce qui lui permet d'avoir, elle a pas mal de commandes et ça lui permet d'avoir de quoi vivre en fait, hein, voilà. Et elle expose, elle fait une première exposition qui sera consacrée aux femmes artistes, qui est organisée par le musée du Jeu de Paume. Et elle dit que j'ai eu une merveilleuse place et sûrement le plus grand succès de ma vie. Il paraît que c'était la meilleure chose de l'exposition. Le sacré Loreto m'a fait une très belle réclame parmi les étrangers. Et le Loreto sera une œuvre qui sera déjà achetée par l'État français, en fait. Voilà. Après, on arrive au moment de la guerre. Son mari, Otto Benninger, est suisse. Et je crois qu'ils sont à Zurich au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, elle va passer toute cette Seconde Guerre mondiale en exil en Suisse, et là elle va en profiter elle aura pas mal d'expositions, elle va continuer à travailler et elle va se promener, elle va collecter pas mal d'objets dans la nature, de bois, qu'elle réutilisera en fait plus tard quand elle reviendra en France. Elle se sent quand même déracinée quand elle est en exil en Suisse, hein, forcément. L'exil en Suisse, c'est quand même pas... Ah non, mais ça ne dit pas que c'était difficile, hein, mais effectivement, c'est quand même pas son pays natal. Surtout tout autour, ça se massacrait allègrement. Tout à fait. Et et en fait, lui, il ne va pas rentrer. Je crois qu'elle revient toute seule, donc ils se sépareront. Donc quand elle rentre à Paris, donc après la guerre, et c'est là que son travail va changer, en fait. Elle va faire des œuvres qui sont plus fines, où il y a quand même tout ce traumatisme de la guerre. Elle va se lancer dans un travail qui sera plutôt un travail d'hybridation. Elle va faire des nouvelles techniques. Elle va utiliser des matériaux différents. Et elle exposera, après on en parlera un peu plus longuement, en 51 un Christ aussi qui fera vraiment polémique. Sublime. Exactement, qui est exposé là au musée à Pompidou, et je crois que c'est une des premières fois qu'il est exposé comme ça, quoi.
Et en 1956, ce sera une grande exposition qui est consacrée donc au musée d'art moderne, et c'est la première fois que ce musée fait une rétrospective à une femme artiste depuis son ouverture. Alors Germaine Richier a exposé quand même régulièrement un peu partout dans le monde entier, et en fait dans la dernière partie de sa vie, donc on est en 59, elle a un cancer, elle est malade, donc son travail là aussi va se modifier, elle va mettre de la peinture sur sculpture, réutiliser des sculptures qu'elle avait elle a plus la force de faire tout ce qu'elle faisait avant, et il devait y avoir une dernière exposition au musée Picasso d'Antibes en 59, et en fait elle va mourir quelques jours après l'inauguration, et elle ne pourra pas aller à l'inauguration de cette exposition, quoi. Alors elle a côtoyé dans sa vie, son deuxième mari était René Rollin, était René de Solier, en fait, qu'elle a rencontré dans des expositions, je crois que c'est quand elle a exposé à la Galerie de Rouen. Lui était poète, écrivain aux éditions de la NRF, et du coup, toute sa vie, elle a été entourée des écrivains qui étaient les grands écrivains de l'époque, hein, comme Francis Ponge, Jean Paulhan, et tous ont beaucoup écrit sur elle. Et elle a donc eu cette carrière qu'elle raconte, en fait, où elle n'a pas souffert d'être femme, parce qu'elle a vraiment été reconnue par ses pairs à chaque fois pour la valeur de son travail, quoi. Donc après on parlera de son boulot, elle a travaillé plusieurs matériaux, hein, la pierre, la taille, le modelage. Oui, ça c'est dans l'expo, on a vu des choses étonnantes. Oui. Magali, ma tante amado, mette la testa au fenestro, escuta un po' a questo bado de tamburin e de violon, esplende stelo paramund, l'ore tumbado, ma Elise stelo paliran, cante veiran, pa mar che tu murmudi brundo, di tu naubado io faucar, ma un man vaulin la mar blundo, mi faran hielo de rucas. O Magali, si tu te fas lupei del lundo, io lo pescaire me farai, te pescarai. O mai si tu ti fas pescaire, ti vertulet cangitarás, io me farai la seu volaire, mi volarai dens li campas. O Magali, si tu te fas la sau dell'aire, io lo casaire me farai, te casarai. I perdigao i buscarido, si venes tu calotilas, io bello rosso virginello, me spendirai din l'espina. O Magali, si tu te fas la rosso bello, lu parpaiun io me farai, te besarai. Aro comincio a fin de creere che non mi parles en luisen, paghi meno anni l'un de veire, posso venen so pel giuven. O Magali, me fas te vend, mai tre te veiri, velis estelo Magali, como un.
C'était au Magali, Sonia Malkin, pour faire un petit clin d'œil aux origines provençales de Germaine Richier. Oui, Grance, que je connais d'ailleurs, parce que mes enfants ont habité à un moment à Grance, et c'est un village, vraiment le village provençal typique, quoi. On voit très bien les santons se balader dans Grance. Ouais. Et à un moment, il y avait une boulangère, je vous assure que c'était un poème. Voilà. Alors là, on va retourner prosaïquement dans l'atelier de Germaine Richier, en fait, dont cette exposition est vraiment, vraiment très complète. Et donc, j'ai chopé quelques extraits de Germaine Richier, sculpteur. Alors, j'ai pas le nom de l'auteur, mais qui raconte un peu comment ça se passait, qui était Germaine Richier, comment ça se passait dans son atelier. Donc, Germaine Richier était une camarade épatante, une fille bien du Midi, franche, un peu garçonnière. Elle aimait rire et s'exclamer avec cette voix légèrement voilée qui ajoutait à son charme. Je la rencontrai aux Beaux-Arts de Montpellier dans ma seconde année d'études. Elle y revenait après un an d'absence. Cette fois, sa décision était prise, elle serait sculpteur. Nous pratiquions ensemble le modelage et la sculpture sous l'œil attendri et compétent du père Guigne. Je revois encore ce brave homme dans un complet sombre, le chef coiffé d'un petit chapeau frivole, tout rond, tout noir, de feutre léger. Le même que portait Rodin, le maître vénéré dont il avait dégrossi les marbres. Guigne examinait nos travaux en marmottant des phrases sibyllines. On se serait cru à confesse, il fallait s'habituer à son langage, glaner de ci, de là quelques préceptes. Mais il était bien le seul, et pour quelques-uns d'entre nous seulement, à entrebâiller les portes du temple de la beauté. Il fut le premier à nous faire comprendre la pureté initiale de la colonne dorique. Tout ce qu'il aimait se résumait en elle. Artisan et vrai compagnon, il en admirait le matériau. Artiste, il songeait au jeu de l'éternelle lumière sur le marbre. Poète, il voyait en elle l'image la plus dépouillée qu'ait pu réaliser une forme dans l'espace. Nous ne doutons pas, tandis que nous massions la terre glaise sur nos sellettes, que notre classe de modelage deviendrait un jour une salle du musée Fabre et qu'elle habiterait un bronze, le bel adolescent, œuvre de Germaine. Le temps passa, Germaine partit pour Paris, le grand Bourdelle l'accueillit dans son atelier. Chance merveilleuse. Moins heureux, je gagnais de mon côté le quartier Sully à Saint-Cloud pour 18 mois de caserne. Germaine travaillait beaucoup, très courageuse, elle ne quittait son cher patron qui l'appelait affectueusement le numéro Germaine que pour améliorer ses fins de mois par diverses activités. C'est ainsi qu'elle resta un certain temps chez Siegel, créateur d'un type nouveau de mannequin, l'exposition des arts décoratifs ayant démodé les vieilles poupées de cire. Elle passait aussi quelques heures chez Chana Orloff, femme sculpteur de talent, très en vedette à cette époque. Donc voilà un petit peu comment était vue Germaine Richier. Et j'ai noté, il y a eu pas mal d'émissions avec des podcasts aussi sur elle, sur France Culture. Et voilà ce que dit Dominique Rollin quand elle parle de l'atelier de Germaine Richier. Elle était tour à tour le vent, l'éclair, l'eau et l'arbre des forêts. Elle disait « Mes petits, venez vite voir » avec sa voix profonde, un peu rauque, aussi impérieuse et patinée que ses bronzes. Tumultueuse, Germaine Richier nous posait des questions. Elle ne touchait pas encore à la glaise et pourtant nous nous taisions comme si l'œuvre avait commencé à vivre par la voix de Germaine, par ses gestes vifs et par ce grand rire gourmand et généreux qui n'appartient qu'à elle. N'est-ce pas merveilleux, a-t-elle répété une fois de plus. Sans transition, elle a ajouté « Et maintenant, allez-vous-en vite, il faut travailler ». Et elle nous a mis dehors, avec la même chaleur qu'elle a mis à nous accueillir, la même rapidité de flèche. Parce qu'elle faisait en fait diverses... ce qu'évoque l'écrivain tout à l'heure, c'est qu'effectivement, elle a fait plusieurs petits métiers aussi à côté pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et là, c'était... elle faisait travailler des enfants? Oui, après... Non, pas des enfants, je pense que c'est des adultes, en fait. Adultes, ouais. Voilà. Et ça, c'était à Paris? Ça, c'était à Paris. En fait, oui, on n'a pas parlé de ses ateliers, mais elle a eu 2 ateliers à Paris. En fait, après, son deuxième atelier était rue de Châtillon, et c'est un atelier qu'elle a gardé toute sa vie. Je crois que c'est quand elle est rentrée de Suisse, ou même qu'elle avait avant. En fait, voilà, elle a pas bougé énormément, comme certains artistes, effectivement, occupent plein de lieux différents. Rue de Châtillon, c'est où? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Parce que moi, elle ne m'est pas connu.
Ouais, je pense que c'est dans le 14e ou le 15e, quoi. Probablement. Et donc, c'est vrai que ces podcasts sont intéressants. Ils racontent un petit peu comment ils nous mettent vraiment en lien avec cet artiste. Enfin, moi, de tout ce que j'ai entendu, j'ai ressenti vraiment une femme passionnée par son métier, chaleureuse, qui avait envie de vraiment de travailler, qui était vraiment sincère. Mais moi, j'ai éprouvé ça en regardant son travail, parce que c'est pas une chichiteuse qui était capable de faire un travail comme elle l'a fait, quoi. Et avec une telle prolifération d'œuvres, voilà. Elle a touché à la pierre, elle a touché à la terre, elle a touché au plomb, elle a touché au bronze, elle a touché à tout, quoi. Ouais, en fait, au départ, c'était plus une modeleuse. C'est ce que. D'abord, tous. Après, même Rodin, même Bourdelle, tous ces gens-là, la majorité de leur œuvre, c'est des bronzes issus de modelage, quoi, voilà, ou modelage au plâtre ou à la terre. Hein, évidemment, on les appelait sculpteurs. Bon, je veux bien, mais pour moi, le sculpteur, c'est celui qui fait de la ronde bosse avec un ciseau à froid et un maillet, quoi, voilà. Alors justement, il y a une petite salle dans l'exposition que moi j'avais loupée. Alors je savais qu'elle existait, heureusement que tu m'y as emmené après. C'est un peu ce qu'ils appellent le cabinet de curiosité où il y a ces objets d'atelier. Oui, tout à fait. Alors il y a ces outils aussi, et il y a les objets qu'elle récupérait dans ses balades dans la nature, des racines, des bois flottés, des pierres, etc., etc. Voilà, mais surtout, je vous dis, ces outils, alors... c'est comme les outils de sculpteurs sur bois, hein, c'est à peu près les mêmes. Là, ils sont un peu plus résistants, quoi, voilà. Il y avait ces maillets, il y avait ces ciseaux, il y avait, etc., ces équerres, tout le petit matos du sculpteur pour mesurer quand ils font un buste, et ils ont des espèces de... comment on appelle ça, des compas ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, il y a pas mal de compas là, ils sont. Ouais, pour mesurer, pour prendre des dimensions. C'est fil à plomb aussi, elle travaille avec le fil à plomb. Sûr, ouais. Ouais. Non, c'est un petit cabinet de curiosité. Moi, je trouve, c'est pas depuis très longtemps qu'on voit dans les expositions d'artistes un petit coin réservé à leur matériel. Avant, on voyait absolument pas ça dans les musées. Je me souviens, quand j'étais enfant ou jeune étudiant, dans les musées, on ne voyait jamais les outils des artistes. Et moi, je trouvais que c'était un truc qui me manquait vraiment, parce que bon, ça parle, les outils des artistes. Voilà. Et là, il y en avait... Et il y a eu la chance de ce petit cabinet de curiosité qui nous a montré avec quoi elle travaillait, qui nous a montré... la naissance de ces œuvres à partir justement de pièces trouvées dans la nature, etc. C'est par là qu'on devrait commencer l'exposition. Là, c'est un petit peu au milieu de l'exposition, un peu planqué, curieusement, quoi. Voilà. Mais ça y est quand même. Oui, c'est vrai, c'est un peu. Et en fait, c'est parce que l'exposition, effectivement, suit un ordre chronologique, en commençant plus par ses bustes, et puis après ce petit cabinet de curiosité, et après en allant vers son travail, qui est plutôt une hybridation homme-nature. Ouais. Et il y a un plâtre, à un moment, une tête en plâtre, justement, qui montre aussi comment elle travaillait, comment avec du bleu de lessive, elle faisait un quadrillage sur la tête pour prendre ses repères. Oui. Et après, elle en fait quelque chose qui est complètement différent. On oublie un peu le modèle qui reste un peu classique, mais en tout cas, c'était sa base de travail, quoi. Oui, et ça, j'avoue que j'ai toujours eu du mal à comprendre ces techniques de repérage sur les bustes, les sculptures comme ça, parce que il y a même ce sculpteur qui était à côté de la radio, là. Ah oui, Julien Signolet. Ouais, Julien Signolet, qui avait eu comme maître un sculpteur, je me souviens plus de son nom, c'est terrible ça, qui lui avait appris justement ça, et Signolet, quand il sculpte, il fait des tracés au crayon, etc. Et alors, là, je suis complètement paumé. Ah oui. Non, parce que ouais, si je dois sculpter, je sculpte à l'instinct, je tape, je machine, etc. Mais là, il y a vraiment des sculpteurs qui ont des points de repère, voilà, sur le bloc qui vont travailler. Et moi, ça m'a complètement dépassé cette histoire. Oui, à propos de ce sculpteur Julien Signolet, là,
qui met des marques comme Germaine sur ses blocs de bois ou de pierre, enfin, etc. Son maître, c'était René Coutel, qui était à un moment, je crois, président de la Maison des Artistes, qui était un des créateurs de la Maison des Artistes. Voilà, et qui se baladait dans Paris à presque 80 balais avec un Solex. Ah ouais. Il était toujours avec son Solex, il faisait tout avec son Solex. René Coutel, ouais, c'était vraiment un des derniers représentants, je ne veux pas dire de la vieille école, mais enfin un peu quelque chose un peu comme ça, quoi. Voilà. Bon, on en avait parlé, donc sur notre blog, on peut retrouver René Coutel avec l'émission sur Julien Signolet. Il tapait carrément dans le granit, hein, attention. C'était la toccata en ré mineur de Bach. Ah, pas de Coutel alors. Donc après, on va parler un peu donc, de cette exposition et du travail de Germaine Richier. Bon, il y a beaucoup de choses, comme c'est une exposition qui est riche. Donc il y a une première partie, comme on l'a dit, qui présente un peu les bustes qu'elle faisait. Alors pour elle, les bustes, elle appelle ça un peu ses gammes, en fait. Oui, voilà. Oui. C'est un travail qui maintient un peu en forme, qui continue de faire qui nous permet de travailler, parce que ça exige de la concentration. Et donc, c'est donc après la guerre que le travail de Germaine Richier va changer justement, où là elle va faire deux sculptures qui sont très importantes, c'est l'orage et l'ouragan, donc qui l'ont marqué. Alors l'orage, effectivement, c'est un homme qui est massif. Elle embauchait un modèle, et en fait son modèle, c'était quelqu'un qui devait être connu à l'époque, c'est Nardone. C'était un modèle avec qui Rodin travaillait. C'est celui qui a posé pour son Balzac aussi, et donc c'est pareil, Nardone, c'est quelqu'un de très massif, et donc il a posé plusieurs fois pour Germaine Richier. Alors après, elle reprenait ses formes de dos, de ventre, et elle, après, sa technique, effectivement, c'était quand même de creuser, d'évider un petit peu ce bronze, en fait. Donc on retrouve pas toute la forme massive, mais on retrouve la silhouette, en fait. Ouais. Mais pourquoi elle a nommé cette sculpture l'orage? Alors l'orage, parce que elle était très, je pense qu'elle était un peu, elle a vécu donc dans la nature longtemps dans sa jeunesse. Elle était
elle adorait la nature, en même temps elle en avait un peu peur, et je pense que c'est ça, c'est tout ce qui se passe, enfin ces sentiments de force de la nature. Donc cet orage, effectivement, il est là, il est un peu ancré dans le sol, il a les mains vers le sol. Et pour elle, c'est important. Et après, elle a fait son pendant féminin en faisant l'ouragan, qui est le féminin. Mais après, moi, j'ai pas ressenti d'orage ni d'ouragan dans ces sculptures. Et ça, c'est des œuvres qui sont aujourd'hui, qui appartiennent au musée d'art moderne, qui ont été achetées. Et c'est des œuvres qui l'ont vraiment fait connaître, justement, rapidement, quoi. Et après, il y a tout ce passage à l'hybridation, ou alors là c'est des sculptures qui sont beaucoup plus filiformes, où là les animaux sont encore très présents, puisque c'est l'homme nature, c'est l'homme forêt, c'est la menthe religieuse, c'est la sauterelle, c'est la fourmi, donc un univers en plus très féminin dans cette faune en fait, et avec par exemple l'homme forêt, il a une feuille à la place de la main, et c'est là qu'elle réutilise beaucoup de matériaux qu'elle avait récupérés en Suisse. Non, mais moi, toute cette première partie, c'est un peu dommage pour peut-être pour les auditeurs, mais toute cette première partie de son travail, j'ai pas été bouleversé, quoi. Toi, oui. Mais t'as pas la même sensibilité que moi, t'as peut-être plus de sensibilité que moi, surtout quand c'est du travail féminin. Mais j'ai pas, si vous voulez, il y a d'autres sculpteurs plus contemporains. Voilà, mais je suis un peu plus porté vers des sculpteurs presque abstraits. Je dis bien presque parce que c'est pas tout à fait. Voilà, qui travaille le bois massivement, qui travaille le granit, ce sculpteur du Nord, là. Eugène de Daigne. Ouais, de Daigne, voilà, des choses comme ça, m'impressionnent beaucoup, me troublent beaucoup, mais moins des sculpteurs dans le style de Germaine. Ah ouais, moi, c'est vrai que ça m'a vraiment plu. En plus, même ses visages, justement, ses visages sont un peu déformés, écrasés. Enfin, moi, ça, ouais, même si, alors que le bronze au départ n'est pas du tout un matériau que j'aime forcément. C'est vrai que je préfère des plâtres cirés ou du bois. Mais là, j'étais quand même très, très séduite par ces formes, par ces femmes un peu menthes, sauterelles, qui sont, voilà, entre la femme, l'animal, ouais, qui sont prêtes à sauter. Enfin, moi, ça m'a vraiment. Oui, déjà que j'ai peur des montres religieuses vivantes. Alors là, c'est toutes ces choses avec les insectes. Mais je pense que c'est un peu fait exprès, parce que justement il cite là dans un article, c'est ma copine Cloco qui m'a donné un bouquin il y a trop longtemps sur Germaine Richier, et elle avait découpé des tas de petites des articles, et justement c'est Roger Caillois qui avait écrit sur la menthe religieuse un article qui fait peur, justement parce que c'est des insectes qui sont un peu inquiétants tout de même. Ah oui, parce que quand j'ai vécu dans le sud, elle y est née, c'était pour ça qu'elle a fait une menthe religieuse. Mais de temps en temps, je tombais, si on peut dire, nez à nez avec une montre religieuse. Et même si c'est infiniment petit par rapport à un être humain, et la manière dont elle a des gros yeux, et puis elle a la tête qui peut pivoter sur 380 degrés, vous voyez, quasiment. Et alors là, vous avez l'impression qu'elle vous suit des yeux, et c'est assez angoissant. Non, je pense que et quand on sait comment il traite le mâle, une fois qu'il a fini sa petite affaire, ça ajoute pas. Ouais. Alors je pense que c'est fait exprès, quoi. Ouais. Et alors une œuvre importante justement dans cette exposition, c'est son Christ du plateau d'Assy, qui a fait un scandale. C'est-à-dire que à l'époque, c'est un père dominicain qui lui passe commande avec le chanoine pour justement réaliser un Christ. Donc on est vraiment après la guerre, peut-être 2 ans après. Et donc Germaine Richier elle est catholique, elle est, je sais pas, c'est très pratiquante, mais enfin voilà, elle fait ce Christ qui est un Christ donc où on voit la croix, où le Christ est très très fin, qui fait corps un peu avec cette croix, et qui va être exposé, donc qui va être inauguré. L'inauguration se passe très bien, tout le monde est très content
de ça. Et en fait, il va y avoir une réaction incroyable du milieu intégriste catholique un an après, qui va faire qu'en fait, elle va dire, bah, écoutez, si ça va pas, je récupère le Christ, je le mets dans mon atelier. Donc ce Christ va être vraiment décroché de la chapelle pour laquelle il avait été imaginé. Et donc, il va y avoir tout un scandale autour de l'art sacré, parce qu'en fait, à cette époque-là, c'est justement le moment où dans les églises, on fait appel à des artistes, justement, pour changer un petit peu, pour avoir des œuvres. Oui, pour éliminer les œuvres saint-sulpiciennes. Non, mais voilà, donc c'est vraiment dans cette mouvance-là. Et là, il va y avoir ce scandale de l'art sacré. Et en fait, c'est pas du tout les fidèles qui ont été choqués, hein, c'est l'évêque d'Annecy qui a fait retirer ce Christ qui était en bronze naturel nettoyé. D'ailleurs, Malraux disait de ce Christ que c'était le seul Christ moderne devant lequel on pouvait prier. Voilà. Et c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien quand même. Non. Et donc, ce Christ sera réinstallé 12 ans après. Donc, Germaine Richer n'a pas vu ce Christ réinstallé parce qu'elle est morte avant la fin de cette polémique. Donc, c'est quand même. Oui, c'est le premier choc véritable que j'ai eu dans cette exposition. Voilà, en m'arrêtant devant ce Christ, devant ce bronze, qui est absolument inexplicable. On ne peut pas rentrer dans les détails, parce que bon. Mais on voit si on regarde bien cette sculpture, il y a tas de choses inattendues, de mouvements, de stridures, à peine effleurées, de choses qui bougent. Voilà, c'est un bronze qui bouge. On peut dire ça comme ça, voilà. Et en même temps, oui, je comprends ce qu'a voulu dire Malraux. Si vraiment on a, même ça peut même amener des gens incroyants à se mettre à genoux, quoi, je pense. Non, ouais, non, c'est ouais, complètement. Et d'ailleurs, elle, quand elle se marie après avec René de Saulier, elle va se marier devant ce Christ, ouais. Ce Christ-là, quoi. Ouais, ça c'est mon premier choc vraiment émotionnel de cette exposition, qui est le dernier quart de l'exposition ou le 5e de l'exposition. Ouais. Et voilà, il y a un petit texte justement de Dominique Rollin qui parle un petit peu de la création de ce Christ. Voilà ce qu'elle écrit. Près du gros poil rougeoyant se dressait un homme nu, les bras écartelés dans le geste de la crucifixion. Il était excessivement vieux, avec un ventre énorme, son sexe gris, la plaie maladroite du nombril et ses jambes desséchées. Mais il se tenait parfaitement immobile, malgré le léger tremblement qui l'agitait. Le modèle, tout pénétré par sa mission, vivait son martyre, et pourtant il était déjà statue, davantage statue que les œuvres de bronze ou de plâtre, dont l'environnaient les durs et patients fantômes. N'est-ce pas bon, mes petits, s'était écrié Germaine Richer. L'idée première du Christ d'Assis était en train de naître, le visage de l'artiste brûlait d'un bonheur inquiet, forcené, mais ce bonheur dont nous avions souvent vu s'épanouir la sauvagerie trahissait aussi une tendresse si essentielle que nous nous sentions bouleversés comme devant les gestes les plus simples. Et en fait, pour elle, c'est un Christ de douleur. Ouais, c'est vraiment ça. Quoi. Le Christ, il est douleur de toute façon, mais oui, je peux. Là vraiment, il y a quelque chose qui, enfin, inexplicable. Il ne faut pas non plus rêver. On ne peut pas tout expliquer, sauf à baratiner en laissant croire qu'on y a compris quelque chose, quoi. Mais moi, ce que je peux dire, en tout cas, du point de vue, oui, si on peut dire esthétique, c'est que c'est là que j'ai commencé à aimer le travail de Germaine. Ouais, en tout cas, aujourd'hui, ce Christ, il est classé au monument historique, donc voilà, on ne pourra plus l'enlever. Normalement. Oui, parce qu'il y a des œuvres extraordinaires qu'on a pu. Voilà. Et alors, ce qu'on a vu aussi, donc, dans la dernière partie de l'exposition, c'est qu'elle a travaillé le plomb fondu. Et avec des incrustations de verre. Et là, elle avait aussi réalisé une croix avec des verres de couleur. C'était une commande pour l'église de Breteuil, qui est une église dans l'Oise. Et donc, on voit ces blocs de verre. Et ce Christ est beaucoup plus moderne, parce qu'on voit sa main qui est sur le côté en étoile, avec une grosse boule de verre à l'intérieur, comme un soleil en verre jaune. Il y a une lune en verre bleu. Et je crois que cette œuvre, finalement, ne sera jamais installée non plus. Je peux comprendre d'une manière un peu plus, je crois, raisonnable, ce refus d'exposer ce Christ, parce que je veux dire qu'il rayonne pas comme l'autre pouvait rayonner, quoi.
d'abord le choix des matériaux, à part peut-être ces morceaux de verre colorés, mais je pense qu'il y a ce bras gauche qui, avec cette énorme chose lumineuse, etc., au bout du bras qui représente une main, plus le plomb du reste, le gris, non, ça me met plus mal à l'aise qu'autre chose. Voilà, encore une fois, vous savez, ces sentiments qu'on peut ressentir devant une œuvre, on peut seulement les ressentir, mais difficilement les expliquer. Alors on peut s'en sortir en citant des gens plus au fait de ces choses que nous, mais bon, pour moi, j'ai eu ce coup de tonnerre d'émotion pour ce Christ d'Assis, et puis pour la fin de cette exposition, c'est un jeu d'échecs, des pièces de jeu d'échecs, mais qui mesurent 1,50 m, 2 m, 3 mètres de haut, peint, voilà, et là, alors là, oui, là j'ai explosé. Ouais. Tellement ça m'a stupéfié. Alors effectivement, à la fin de sa vie, elle n'avait plus la force de sculpter, de modeler, donc elle a beaucoup mis en couleur ses œuvres, et donc ce jeu d'échecs, il existait en plus petit, donc il avait été agrandi, et effectivement, on est aussi un peu dans l'hybridation, puisque le roi à sa tête a une arête de poisson, il y a la reine qui lève des bras qui sont un peu comme des branches, le fou, il a des cornes, il a une petite queue, le cavalier, il a un visage d'hippocampe, puis il a un corps percé de trous, et la tour est posée comme sur un trépied. Et c'est vrai que c'est magnifique, là, au milieu de cette salle, c'est vraiment une très belle œuvre, quoi. Et donc ça, c'est la dernière œuvre majeure de Germaine Richier. Hein. Oui, et je pense que elle nous fait entrer là dans l'art d'après, quoi, ce qu'on appelle l'art contemporain. Enfin bon, il a eu tellement de mauvaise réputation. Pour moi, l'art contemporain, c'est tellement malhonnête comme art que j'ai un peu de scrupule à faire entrer Germaine Richier dans cette mouvance un peu pourrie. Mais disons que c'est même au-delà de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'on passe l'art contemporain et après, il arrivera des œuvres comme celle de Germaine Richier. Voilà, complètement. Elle est vraiment au passage entre une sculpture plus classique et cette culture qui va inspirer, apparemment, elle va inspirer même César, quoi. Oui, parce que là, si vous voulez, on passe, comment dirais-je, elle nous ouvre les portes d'autre chose, quoi. Cette autre chose, c'est-à-dire ce jeu d'échecs est déjà à passer la porte, et après elle peut ouvrir ou déboucher sur encore d'autres œuvres qui seront des mouvements majeurs de l'art contemporain. Ouais, elle a fait un couple peint aussi qui est très beau là. Oui, un couple peint, et on la voit aussi, il y a une image où on la voit peindre une sculpture d'une africaine accroupie, voilà, où on la voit en action là, avec sa palette qui est très palette, il y a 3-4 couleurs, quoi, voilà. On la voit travailler, c'est quand même. Et puis il y a aussi d'autres petites sculptures peintes, posées sur des équerres en ardoise, voilà. Mais enfin tout ça c'est choisi, hein. Les ardoises, c'est pas n'importe lesquelles, elles sont pas taillées n'importe comment. Dans tout ça, on sent la volonté de l'artiste. Voilà, c'est pas des hasards, c'est pas, voilà, oh, j'ai fait une belle crotte, non, pas du tout. C'est qui est très maîtrisé, et en même temps, très, voilà, elle sculpte le sentiment, en quelque sorte. Voilà. Et il y a quelque chose qui est très important pour elle, qu'elle dit, c'est que pour elle, le but de la sculpture, c'est d'abord la joie de celui qui l'a fait. On doit sentir la main, la passion. Voilà, donc il y avait toujours de mettre de la joie, et la couleur, justement, répond à ce désir d'animer la sculpture et de mettre de la joie et de la vie, quoi. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, les camarades qui nous écoutaient, c'est que le Parthénon, à l'origine, était peinturluré du rez-de-chaussée jusqu'au toit. Toutes les sculptures étaient peintes à l'époque, dans l'Antiquité classique. Même les Romains peignaient leurs sculptures. Le marbre blanc, ça n'existait pas. C'était pas une sculpture finie. Parce que ces civilisations, la couleur était prégnante dans leur comment dirais-je,
leur espèce de sensibilité décorative, etc. Voilà, il ne faut pas oublier que la couleur est, depuis ses origines, complètement mêlée à la sculpture. Oui, complètement. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier quand tout n'a pas été remis en couleur, effectivement. Et donc, il y a aussi une œuvre dont on n'a pas parlé, mais qu'on a bien aimée, qui a donc, avant ces mises en couleur de ces sculptures, c'est le Griffu, en 1952. Et ce qui est remarquable dans ce Griffu, c'est aussi, bon, c'est un personnage filiforme, mais c'est qu'il est en suspension. Et comme tu me faisais remarquer, on voit son ombre, et ça, c'est très, très beau. Oui, les ombres, c'est fabuleux. Ouais. Voilà. D'abord, il avait été intitulé le diable, et puis après, elle l'appelait le Griffu. Alors, c'est pareil, le Griffu, ça fait référence à des croyances populaires, à des animaux fantastiques du folklore provençal. Donc ça, c'est aussi toute sa construction depuis l'enfance, quoi. Ouais. Non, voilà. Si vous voulez, si vous avez l'intention de vous bouger vos petites fesses, hein, il faudrait bien le faire, il faut rentrer là-dedans, dans cette exposition, nu. Il ne faut pas rentrer avec des idées dans la tête, même ce qu'on vous a raconté là, vous pouvez l'oublier. Vous y rentrez tout nu, dans votre tête en tout cas, vous habillez correctement quand même. Hein. Mettez au moins un caleçon pour les garçons, une culotte et des soutifs pour les filles. Et puis vous laissez malmener par les émotions que peuvent vous procurer ces sculptures, le travail de Germaine Richer, parce que c'est pas comme le disait ma camarade tout de suite, là, c'est quelque chose qu'elle transmet. Elle transmet la vie à des choses qui sont normalement inertes. Voilà. Et c'est encore plus vrai, comme me l'a fait remarquer ma camarade à l'instant, quand il y a des ondes projetées sur les murs, et là, vous baignez vraiment dans le surnaturel. Voilà. Et je rajouterais juste qu'il y a aussi quelques gravures, parce qu'elle a fait une exposition à Londres, et là, elle a été initiée à la gravure, après elle a acheté une presse, et donc elle a travaillé aussi la gravure des fois avant de sculpter, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé son travail de gravure, quoi. À recommander à toute la population française. Voilà le Te Deum de Lully. Et tout de suite, sur Radio Sous-Pente, la station de Rapin, sans foi, sans loi et sans courbette, nous allons nous pencher, mais pas trop, un petit peu, sur les expos, pour vous les rappeler, parce que vous avez des petites têtes. Alors, il y a Gribouillage au Musée des Beaux-Arts, une expo sur des gribouillages, voilà. Il y en a quelques-uns qui sortent un petit peu de la grisaille, mais là, pour moi, un camarade a trouvé ça bouleversant, et pour moi, ça m'a un petit peu ennuyé. Bon, il
Les ateliers de Juliette Plante, ça vous savez, notre camarade Juliette qui habite à Rochefort-sur-Mer, bon, elle anime des ateliers de gravure, voilà. Alors si vous passez par Rochefort-sur-Mer, ou si vous avez envie de faire un tour à Rochefort-sur-Mer, eh ben vous vous inscrivez pour un atelier de Juju. Voilà, vous allez voir Juju dans son atelier, c'est une super nana, donc ça vaut le coup de passer la voir. Voilà. L'expo Zadkine, ça Montparnasse jusqu'au 2 avril, la petite maison de Zadkine avec ses ateliers, ses outils aussi. Il faut absolument aller voir ça, parce qu'il y a un petit jardin en plus. Les beaux jours vont revenir, vous pourrez vous poser sur un petit banc, et puis même quand scrouter, pourquoi pas, je crois pas que ce soit interdit. Et puis notre révélation, enfin pour nous, ça nous a vraiment énormément plu. Baya à l'Institut du monde arabe jusqu'au 26 mars. C'est une jeune fille, très jeune, algérienne, qui a été touchée par la grâce et qui a construit une œuvre mais splendide, magnifique, bouleversante. D'ailleurs, ma camarade, ça la faisait pleurer, alors c'est vous dire. Non-lieu à la fondation du Buffet, alors là, c'est plus détaché du monde. Voilà, Germaine Richier, on vient de vous en parler, c'est jusqu'au 11 juin, et du Buffet jusqu'au 7 juillet. Et Jeanne Malivelle, pour Manivelle, Gaillot, Malivelle, voilà. Ça se termine le 1er juillet. C'est la bibliothèque Fornay dans le 4e arrondissement, et c'est la prochaine émission qui sera, on va parler d'elle dans la prochaine émission. Et Agnès Dubart, qui est une graveuse aussi, que nous avons découvert il y a Belle Burette à Lille, dans un quartier sympa, et qui maintenant est en Bretagne Sud, après avoir été dans le Gers. Quand elle a quitté Lille, elle est partie dans le Gers, et puis maintenant elle s'est remontée en Bretagne Voilà, Sud. et en fait, elle propose des ateliers de gravure, donc... je mettrai les liens, il y a des ateliers qui sont en Bretagne et à Lille sur le mois d'avril. Donc je mettrai le lien pour ceux qui auront envie de se balader par là et de rencontrer Agnès, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, de très très humain. Ouais, oui, trop humaine, trop sensible. Mais enfin, les artistes qui sont inhumains et insensibles, bon, c'est surtout ceux qu'on appelle les artistes contemporains. Alors, on est toujours sur Radio Soupente, mais j'ai oublié quelque chose. Oui, maintenant le culturel. Ah bah le culturel. Le culturel, alors, tu nous parles de ta lecture? Alors, la double vie de Vermeer, qui raconte l'histoire d'un faussaire de génie. Et nous, on adore les histoires de faussaires. Ouais, qui se faisait appeler VM, parce que son nom est imprononçable, bon, et qui a fait Pèlerin d'Emmaüs, un faux de Vermeer, que Vermeer n'a jamais fait, hein, mais lui, il l'a fait à sa place, à un grand format, et qui a bouleversé, si vous voulez, le monde de l'art mondial, hein, parce que ce Vermeer, quand il est sorti, tout le monde en était ébahi, sauf que, comment dirais-je, non pas sauf, même, et le plus grand spécialiste des Vermeer, qui s'appelait Julius Massin-Chose, un vieux schnock, l'a adoubé. Alors là, ça a été la folie furieuse. Il a été acheté par un musée d'Amsterdam, un grand musée. C'est pas celui auquel vous pensez, c'en est un autre. Une fortune, je sais plus, à plus d'1 million de florins, enfin bref. Et ce faussaire n'a pas fait que ces pèlerins d'Emmaüs, il en a fait quand même quelques-uns, voilà, qui sont tous passés, ni l'une ni coluche tambrouille, et qui vendus à des sommes colossales, voilà, et alors, il avait été accusé d'être un collabo des nazis, puisque, comment dirais-je, puisque quoi? Je me souviens plus. Enfin, bref. Parce qu'on a cherché, en fait, comme il appartenait à Göring, ce tableau, on a recherché comment Göring l'avait récupéré, voilà, c'est ça. Et ils sont arrivés à ce faussaire, et alors donc il était accusé d'être collabo des Schleux, sauf que quand il a révélé que son Vermeer était un faux, que c'était lui qui l'avait fait, mais c'est une histoire invraisemblable, hein, complètement invraisemblable. C'est mieux toutes les histoires de policières et tout. Eh ben,
il a été ovationné comme un héros en Hollande d'avoir refourgué Hitler à Göring un faux. Voilà. Que pour dire. Hein. Mais enfin, presque tous les grands musées du monde ont des faux de ce faussaire de génie qui a vécu une vie extravagante parce qu'il gagnait des fortunes colossales, qui dépensait une vitesse colossale. Il avait des maisons somptueuses, des villes, machin, des trucs. Enfin, il menait une vie de prince, en quelque sorte. Et il est mort 3 jours après avoir été innocenté d'être un collaborateur et avoir déclaré au monde qu'il était le faussaire de génie de ce Vermeer, les pèlerins d'Emmaüs. Enfin, je m'embrouille un peu, mais c'est un peu... L'idée générale est là. Il est mort d'une crise cardiaque. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, en fait, c'est l'expo Vermeer au Rijksmuseum qui nous a donné un petit peu envie de chercher ce qu'il y avait autour de Vermeer. Bon, l'expo est complète et de toute façon, on n'avait pas du tout envie d'aller au Rijksmuseum qui doit être bondé. Mais voilà, donc ça donne envie de faire un petit peu de recherche sur Vermeer et j'ai découvert à la bibliothèque ce livre et là, je me suis dit, ça doit être une perle. Alors, je vais vous donner le titre, c'est de Luigi Guarnieri. C'est La double vie de Vermeer. Voilà. C'est aux éditions. Oh bah c'est 10-18, je crois, non? 10-18. Ah ouais, ça se trouve. Bah moi, j'ai trouvé à la bibliothèque de Montreuil, bien sûr. Alors, je vous assure que c'est savoureux. Alors, il y a une première partie où c'est la vie de Vermeer, pour situer un petit peu le personnage, etc. Et puis après, on part dans le délire de ce peintre extraordinaire qui avait une technique, mais la même technique que Vermeer. Hein. C'était vraiment une chose invraisemblable. Et alors, quand vous lisez, pour fabriquer un faux, il se servait il avait construit un four électrique gigantesque avec ses petites mains, parce qu'il faisait cuire les faux, il est passé à plusieurs reprises dans ce four, pour pouvoir avoir des craquelures, machin, pour que un glacis particulier, etc., pour que ça ressemble vraiment au Vermeer d'origine, quoi. Et c'était peint sur des toiles du 17e, avec des châssis du 17e. Écoutez, c'est vraiment... Bon, bref, voilà. C'est à lire. Complètement. Alors sinon culturel, moi j'ai regardé E.T. l'extraterrestre, hein, j'avoue, je n'avais pas vu ce film depuis qu'il était sorti, et là à l'occasion de The Fabelmans, donc le film qui vient de sortir le film de Spielberg qui vient de sortir sur son enfance, c'est le moment de re-regarder les films de Spielberg et j'ai été séduite par cette histoire. C'est vraiment un grand film sur l'humanité, sur la tendresse, sur l'amour, sur l'autre. Enfin, vraiment, j'ai pleuré, comme sûrement plein de spectateurs à la fin de ce film. Et je suis allée au théâtre de la Tempête. Malheureusement, le spectacle, la programmation s'est terminée ce samedi soir pour voir Faut pas payer, un texte de Dario Fo et Franca Ram. Et alors là, c'est un spectacle jubilatoire, 2 heures de rire qui fusent. Vraiment, Dario Fo est un écrivain libertaire, mais là, il y a une dimension du comique, du burlesque, en fait, à partir d'une histoire de femmes qui font de l'autoréduction, qui se servent dans les magasins parce que les prix ont augmenté, donc elles prennent une partie des denrées qu'elles ne payent pas ou qu'elles vont payer à prix réduit. Elles vont cacher ça à leurs maris, qui eux sont des ouvriers qui restent dans la ligne, c'est-à-dire que c'est la tradition de l'ouvrier qui reste droit dans la société. Et là, il y a toute une suite de quiproquos avec la police, les gendarmes, enfin, c'est vraiment jubilatoire. Donc, même si la pièce n'est plus programmée au Théâtre de la Tempête, là, c'est une mise en scène, je crois, de Bertrand Lévy. En tout cas, ce qu'on peut donner, peut-être avoir envie, c'est de relire, de découvrir le texte par lui-même. Voilà, je ne sais pas si la lecture procure autant de plaisir, mais là, c'était vraiment 2 heures d'un spectacle mémorable. Et vous êtes toujours sur Radio Sous-Pente, les copains. Et tout de suite, c'est pas la station des Rapins, 100 fois sans l'eau et sans courbe, bien entendu, l'émission Racaille. Et tout de suite, je salue les Amanches, attention à ne pas sauter de ligne, ça c'est mon pense-bête. Claude et André de la Nation, Claude et William, nos poteaux de Brest, à qui j'apprends peut-être qu'aujourd'hui, c'est à nouveau le printemps et vous allez pouvoir sortir vos parasols. Jean-Paul Souvraz, un peintre de génie,
qui habite et qui travaille à Coudekerpranche, dans la banlieue de Dunkerque, un grand humaniste. Claudine, copine à ma camarade Pelcaïto, qui lui a refilé plein d'infos sur Germaine Richier, dont elle s'est servie évidemment pour faire cette émission. Corinne, une tapissière de génie. Et Frédéric, un pote à Corinne et un pote à nous, qui habite à Lille, Fredo. Juliette Planck, cette graveuse émérite en relégation Rochefort-sur-Mer, dont on adore le travail, et qui aussi se manifeste sur Radio Bigaille. Vous avez tous les éléments sur le blog de l'émission. À gauche, voilà, il y a un petit machin où il annonçait tout ça. Si vous voulez écouter Radio Bigaille. Clément, un graveur qui grave sur tout ce qui bouge, le 500 Van Gogh de la gravure, et qui s'agite du côté de Montreuil et Vincennes. Bon, Agnès Dubard, on vous en a parlé, voilà. Thierry Morciot, un graveur belge, génie de la gravure. Voilà, dans la tradition flamande. Alice Amoroso, une jeune graveuse, très jeune, qui fait un boulot remarquable, ainsi que Raoul Viloula. Et ces gens-là, ils sortent presque tous, à part Thierry Morciot, et Agnès Dubard, ils sortent presque tous de l'atelier des Lilas. Voilà. Colette, Jacqueline, deux veuves d'artistes, mais qui se battent pour, surtout Colette, qui se battent pour que l'œuvre de leur défunt mari vive. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar, voilà. Il y a un polar qui va sortir. Il va sortir au mois de mai, mi-mai, je crois. Mi-mai, qui signe sous le pseudo de Claude Isner. Claude Isner, ouais. Lolo, elle est en pleine relecture. Bon, voilà, c'est. Non, mais c'est son mérite. Hein. Geneviève, notre sorcière bien aimée. Marie-Christine et Christophe, des militants chez Militants qui militent. Cécile, de la 125e puissance, oui, Cécile, on la sent et on t'aime. La Rousse flamboyante, qui anime deux émissions le mercredi après-midi, une pour les enfants, une pour les parents, sur une radio ENI. Ça fait toujours marrer quand on dit radio ENI. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre dans la librairie de Florence Quenu, toujours à Bourg-en-Marlotte. Dominique Paula d'Argoin, une galériste dont on chérit le souvenir. Marie-Pierre, une collectionneuse et accessoirement médecin, dont on chérit aussi, pas le souvenir parce qu'elle est toujours là, mais dont on chérit la connaissance, en quelque sorte. Et les repas magnifiques auxquels parfois nous participons chez elle. Marie Dognaud, une galériste de choc, qui anime la galerie Kaléidoscope, qui est maintenant rue Mazarine, sur la rive gauche. Antoine Manoury des Champignons, c'est un petit trio de musicos pas tristes. Ouais, d'ailleurs, Antoine y jouait samedi soir avec son groupe dans un restaurant dans le 13e arrondissement. Bon, bah moi j'y suis pas allée, on ne s'est pas déplacé. J'espère qu'il y aura des nouvelles dates, qu'on puisse aller le rencontrer. Ah, ouais. Bon. Anna Sinorawska, c'est une peintre polonaise magnifique, costaud, enfin qui fait trembler les murs. Karine Brescia, une décoratrice d'intérieur de génie, et tous ceux qui n'y sont pas du monde. L'émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr et on se finit avec Willy Smell, Faut vivre. Salut les copains. Salut les copines. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré
malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.